Aujourd'hui, je suis au musée Tchernouchi, le musée des arts asiatiques de la ville de Paris. Je vous engage vivement à aller découvrir ses œuvres, et ceci pour vous parler du Vietnam. Dans un précédent numéro, j'ai évoqué quelques-unes des étapes de l'histoire de ce pays passionnant. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler politique, économie et croissance. En 1975, après la réunification du pays au profit du Vietnam du Nord, les Vietnamiens communistes sont confrontés au système économique libéral du sud du pays, dont ils perçoivent bien les avantages. Donc 10 ans plus tard, en 1986, le Vietnam lance un grand mouvement de réforme de l'économie, intitulé Do Moi, ce qui veut dire rénovation. Il se traduit par une libéralisation de l'économie vietnamienne, ainsi qu'une ouverture du pays aux échanges extérieurs et aux investissements étrangers. L'entrée du Vietnam dans l'ASEAN en 1995 traduit cette volonté d'accéder à de nouveaux marchés commerciaux. Le Vietnam poursuit par la suite son ouverture en adhérant en 2007 à l'OMC. Ainsi, les principaux partenaires commerciaux du Vietnam sont aujourd'hui la Chine, qui représente 19% du commerce extérieur vietnamien, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud. Ce mouvement d'ouverture de l'économie vietnamienne, plus un accroissement rapide de la population, ont permis au Vietnam de se développer à grande vitesse. En 1950, le Vietnam, alors sous domination française, avait 28 millions d'habitants. 60 ans plus tard, les Vietnamiens sont 88 millions. La population a donc été multipliée par 3, malgré les ravages des deux guerres d'Indochine et du Vietnam, qui ont fait plus de 2 millions de morts. Le Vietnam est aujourd'hui le 13e pays le plus peuplé au monde et il devrait compter plus de 100 millions d'habitants autour de 2030. Alors cette augmentation rapide de la population crée une demande supplémentaire et de nouvelles opportunités pour l'économie vietnamienne. Par ailleurs, 12 millions de Vietnamiens sont entrés sur le marché du travail durant la dernière décennie et cette main-d'œuvre, nombreuse, relativement qualifiée et peu chère, a contribué au développement économique du pays. Ces mutations démographiques s'associent à la transition rapide d'une économie basée sur l'agriculture vers l'industrie et les services. Alors regardons d'abord la place de l'agriculture dans l'économie vietnamienne. Au nord, le delta du fleuve Rouge forme l'une des deux grandes plaines agricoles, c'est là que se situe la capitale, Hanoï, et au sud, le delta du Mékong, à proximité de l'autre grande ville du pays, Ho Chi Minh, l'ancienne Saïgon. Ces deux bassins fluviaux, plus un climat favorable et un régime de mousson, ont permis le développement de la riziculture qui occupe 80% des terres arables du pays. Le pays est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial de riz. Le Vietnam est aussi le premier producteur mondial de poivre. Il occupe aussi la deuxième place pour l'exportation de café. Il produit du thé, du caoutchouc, du maïs. Il bénéficie en même temps d'une demande intérieure qui est forte, mais aussi des besoins croissants des pays voisins, notamment, bien sûr, la Chine. Le pays est autosuffisant en matière alimentaire et le secteur agricole emploie près de 50% de la main-d'œuvre vietnamienne. Et ce secteur agricole représente 22% du PIB du pays. Regardons maintenant le secteur industriel. Il forme plus de 40% du PIB du pays. De récentes campagnes de prospection ont mis à jour des réserves importantes en bauxite, en chrome, en cuivre, en étain, en fer, en titane, en manganèse. Le pays a aussi du charbon. Les ressources minérales sont donc abondantes et très diverses. Et en 2009, le Vietnam était le troisième pays détenant les plus importantes réserves de bauxite. Mais le niveau d'investissement dans le secteur reste faible et les infrastructures sont insuffisantes, donc également le niveau d'exploitation, à l'exception du charbon. En revanche, on constate que les investissements sont bien plus importants dans le secteur du textile, car l'industrie textile est la première au Vietnam en termes d'emploi. Plus de la moitié de la production textile se concentre près de Ho Chi Minh Ville, ainsi que dans la région de Dong Nai. Enfin, il y a le secteur des services, incluant notamment les télécommunications et le tourisme, et il a été également libéralisé. Cette libéralisation ouvre de nouvelles perspectives dans des branches telles que le commerce de détail ou encore les transports. Les services représentent en 2011 un peu plus de 37% du PIB. Alors si on regarde l'économie vietnamienne sur 20 ans, le résultat est spectaculaire.
Regardez cette courbe montrant le taux de croissance annuel entre 1991 et 2011, donc 20 ans. La croissance ne descend presque jamais sous les 5%. À titre de comparaison, regardez les courbes d'évolution de la croissance en France et en Allemagne. Eh bien, du fait de cette réussite spectaculaire, on a qualifié le Vietnam de tigre asiatique. Le PIB du pays, en effet, a quintuplé entre 1985 et 2011. Le Vietnam est ainsi entré dans les classifications des grands cabinets internationaux en tant que nouvel émergent, en faisant notamment partie des CIVETS ou des Next 11, comme on les appelle. Selon le cabinet d'analyse PwC, le Vietnam devrait être l'un des pays émergents ayant les plus forts taux de croissance, avec un taux moyen de près de 9% entre 2009 et 2050. Bien, mais maintenant il faut nuancer ce tableau d'un Vietnam émergent. D'abord, les exportations restent concentrées au bas de la chaîne de production. Elles sont dominées par les hydrocarbures, les industries extractives, les produits agricoles, le textile et les vêtements. Cela veut dire que le pays crée assez peu de valeur ajoutée. De plus, les entreprises étrangères installées au Vietnam doivent faire face à des coûts de production qui augmentent et donc elles délocalisent vers des pays où la main-d'œuvre est encore moins chère, comme le Cambodge ou le Bangladesh. On observe que les investissements étrangers ont baissé en 2011 de 7,5 points par rapport à 2010, car la confiance des investisseurs dans la solidité de l'économie vietnamienne a tendance à se réduire. En fait, ces problèmes de compétitivité révèlent un malaise plus profond de l'économie vietnamienne. Celle-ci est en fait encore largement étatisée, le pouvoir communiste est aux commandes de centaines d'entreprises publiques qui gardent un contrôle politique sur l'économie. Les entreprises d'État pèsent 40% du PIB du pays, et du fait d'une gestion tout à fait inefficace, les 100 premières ont accumulé près de 50 milliards de dollars de dettes. Alors du fait de dirigeants incapables de réformer un système économique dirigiste fondé sur le clientélisme, en fait le Vietnam diverge de la Chine, où le Parti communiste chinois a su être opportuniste en privatisant des dizaines de milliers d'entreprises d'État afin d'exercer concurrence et compétitivité sur les marchés. Justement, changeons d'échelle pour parler des relations sino-vietnamiennes. La taille, la puissance économique, militaire, démographique de la Chine explique qu'il est difficile pour le Vietnam de pouvoir échapper à son influence. La Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam. 1 million de Chinois sont présents au Vietnam et ce dernier pays a adopté des modèles politiques et économiques similaires, dictature communiste, à parti unique et socialisme de marché. Sauf que la proximité chinoise est à double tranchant pour le pouvoir vietnamien, puisque le pays entretient un litige territorial à la fois énergétique et symbolique avec la Chine. Vous voyez là sur la carte ce qu'on appelle la mer de Chine méridionale. La Chine considère cette zone maritime et les archipels qui s'y trouvent, les Spratly et les Paracels, comme faisant partie intégrante du territoire maritime chinois. Le Vietnam revendique au même titre que la Chine la souveraineté sur ces Spratly et Paracels. Il a été chassé de ces derniers par les Chinois en 1974, mais en occupe toujours une partie aujourd'hui. Les quelques 750 rochers et îlots des Spratly sont aussi occupés par plusieurs pays riverains, en concurrence avec le Vietnam, les Philippines, Taïwan, la Malaisie et la Chine. Le Brunei a aussi des revendications maritimes sur les limites de sa zone économique exclusive qui entrent en opposition avec celles des autres pays. Les enjeux de ces querelles sont autant politiques qu'économiques, puisque cette mer détient des ressources énergétiques et halieutiques très importantes. Le différend entre la Chine et le Vietnam illustre cette problématique, puisque à l'été 2012, la CNOOC, c'est-à-dire une compagnie pétrolière publique chinoise, a décidé d'ouvrir à l'exploration des blocs pétroliers appartenant au Vietnam et se trouvant dans la zone économique exclusive de ce pays. Eh bien, cette région est au centre des préoccupations des États-Unis. Ils tiennent à y garantir la libre circulation et à jouer le rôle de gendarme régional en se rapprochant des États riverains de la mer de Chine méridionale qui sont inquiets par la posture chinoise. On voit sur cette carte les alliances américaines ainsi que les bases ou les facilités militaires. Or, au printemps 2012, les États-Unis ont conduit avec le Vietnam des exercices militaires conjoints et Hanoï a même accordé des facilités militaires aux États-Unis dans le port de Cam Ranh, qui fut dans les années 60 justement une base américaine lors de la guerre du Vietnam.
Et puis le Vietnam cherche à acquérir des systèmes d'armement américains, son matériel militaire étant actuellement assuré par le fournisseur russe. Donc quel retournement de l'histoire! Imaginez la marine américaine procédant à des manœuvres militaires avec la marine vietnamienne, puis relâchant dans la base de Cam Ranh, qui fut l'une des grandes bases américaines pendant la guerre du Vietnam. Tout de même, c'est assez étonnant. Cela indique bien à quel point le Vietnam a besoin de se protéger de son vieil adversaire, la Chine, et pour ce faire, seuls les États-Unis sont à même de fournir un véritable contrepoids stratégique. Et puis le retournement, il est également économique, parce que le Parti communiste vietnamien, certes, est toujours au pouvoir, mais le modèle économique, lui, il est bel et bien capitaliste. Alors tout de même, avec le recul du temps, on finit par se demander qui a, au fond, vraiment gagné la guerre du Vietnam. Alors sur ce pays, vous pouvez lire Vietnam, Dragon en puissance de Philippe de Lalande aux éditions de l'Harmattan, et puis le rapport du McKinsey Global Institute, Sustaining Vietnam's Growth, également en 2012. Et puis je vous rappelle que nous avons sorti récemment une édition en format poche, donc très économique, des itinéraires géopolitiques et de l'Atlas pour les juniors, donc édité en poche chez Arte Éditions Talendier.